Bonjour à tous, bienvenue dans le pilote, quatrième épisode déjà. Aujourd'hui, on accueille Yann Delplanque dans la boîte à gants. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien. Dans la boîte à gants, premier podcast de France en loisir, Ouais, en auto et en moto surtout, en parce que auto ça et va en être moto. notre Ouais, sujet, je pense. ouais, bien vu, c'est notre sujet de ce soir aussi. Ouais. Ouais, non, c'est une aventure assez cool, de passion à la base et qui est devenue mon métier, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans, donc un succès, une success story assez rapide. Success story, je sais pas, mais je te dis, oui, c'est un projet passion qui s'est transformé en entreprise parce qu'à un moment, il faut bien vivre de quelque chose. Et peut-être que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait autre chose après. Mais c'est génial de rencontrer plein de gens qui racontent leur histoire, comme bah, là, on va peut-être un peu le faire. Et surtout autour de la passion, donc moto. Success story quand même, parce que 7 millions de vues et d'écoutes par mois, Ouais, ouais. c'est quand même pas rien. Oui, oui, c'est très cool. C'est très cool. Après, tu sais, c'est des chiffres. C'est des chiffres effectivement qui sont importants parce que c'est comme ça que tu peux vendre aussi à des marques. Mais il faut pas s'arrêter qu'à ça non plus parce que c'est des chiffres qui sont tellement gros que tu dématérialises un petit peu, tu vois, la chose. Donc non, j'essaie de pas trop focus là-dessus. Ouais, donc la passion avant tout et, Oui, et oui, les chiffres derrière. ouais, exactement. Bon, en parlant de passion, tu connais déjà bien Fabrice Fournier, cofondateur du parking.fr, de Car Precium, tout le monde le connaît sur cette chaîne, Qui est passé sur le podcast. évidemment, qui est passé sur ton podcast d'ailleurs. J'ai eu Ouais. cette chance. Fabrice, Grand Manitou, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu aujourd'hui sur le On va sujet essayer, qui nous intéresse. on va essayer. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un endroit assez extraordinaire, la salle Gaveau dans Paris, une salle emblématique. Et on a choisi cet endroit, déjà on les remercie de nous accueillir. On a choisi cet endroit, c'est pas anodin, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur avec Fabrice, c'est le patrimoine. Donc là, dans un lieu de culture absolument extraordinaire. Et on va parler de patrimoine, mais patrimoine automobile, de patrimoine de moto, et des véhicules de collection, des voitures de caractère, des motos de caractère, comme étant vraiment quelque chose qui tient un petit peu de l'œuvre d'art, qui tient de la nostalgie et de l'extraordinaire. C'est un petit peu ce qu'on a envie de prouver aujourd'hui. On se retrouve pour, déjà en marge de notre prochaine vente aux enchères qui aura lieu le 6 mars prochain sur carprecium.com, et dont la thématique est Back to Basics. Alors, tout est dit dans le titre. Back to Basics, retour aux fondamentaux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, comprendre comment est-ce qu'on revient aux fondamentaux dans la voiture et la moto de collection. Et surtout, tirer les verres du nez de Yann, qui a plutôt l'habitude d'être lui celui qui obtient les anecdotes, qui tire tout ça, les petites pelotes. On va essayer de le mettre à l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. Ouais, généralement c'est toi le marionnettiste. Exact. On m'appelle Gepetto dans le milieu. Ouais. Et ben, on inverse un petit peu la vapeur ce soir. C'est toi qui vas nous raconter des petites histoires. Et donc on aborde tout de suite cette thématique. Notre thématique Back to Basics, retour aux fondamentaux. En fait, on part un peu d'un postulat. Et qui part d'un postulat, ça va être une question. C'est la question que je vais vous poser ce soir. La voiture, c'était mieux avant. On parle de voiture, on parle aussi de moto. Et c'est d'ailleurs, on est content de t'avoir parce que tu connais à mon avis la moto bien mieux que nous. C'est un domaine qui toi te parle vraiment. On a peut-être moins de connaissances. Il est venu en moto déjà. C'est vrai que t'es venu en moto. Moi aussi d'ailleurs. Toi aussi, ah oui, Moi pas aussi, moi alors. c'est vrai. Bon, bah, je vais vous laisser. Merci. Bah, de rien. Donc la voiture, la moto, est-ce que c'était mieux avant? Et pourquoi est-ce que c'était mieux avant? Le débat reste ouvert. Je crois que Fabrice, t'as un point de vue assez arrêté sur la question. Oui, bah, globalement, oui, je pars du principe, et encore plus la moto qui a moins évolué peut-être que la voiture, mais là, tu me diras peut-être le contraire. Mais les Américains, j'aime bien toujours me référer au nom que donnent les Américains, le petrol head. On l'avait vu, c'est l'amateur, on n'a pas son équivalence. Et eux, ils parlent de voitures analogues, les analog cars. C'est toutes les voitures qui, globalement, sont simples. Une boîte manuelle, un gros moteur, pas de turbo, pas de compresseur. C'est finalement la simplicité basique pour améliorer l'interaction entre l'homme et la machine, pour développer le plus possible ce lien émotionnel. Et je pense que quand on est motard, vous l'êtes, donc vous allez peut-être plus me le dire, mais c'est un peu comme quand tu enfourches cette machine, tu fais corps avec, et c'est ce sentiment. Il n'y a pas forcément besoin d'une performance de chiffres stratosphériques, de 0 à 100 très très rapidement, pour avoir ce plaisir de se balader et de se sentir en communion, réussir un démarrage avec un embrayage, avec toutes ces petites problématiques qu'on peut avoir sur les anciennes voitures, mais ça rend cette conduite jouissive, et je pense qu'on l'a perdue pour plein de raisons. On n'est pas là pour moraliser et pour dire c'est bien ou pas, mais je pense que le terreau des années 50, 80, 90 était plus fertile
pour que les constructeurs qui avaient de bonnes idées, de bonnes envies, que les designers puissent s'exprimer complètement, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus contraint, alors a fortiori depuis quelques années avec ce qu'on nous propose, quoi. Je pense que l'analogie est valable en moto aussi, à la différence que la sécurité en moto était quand même catastrophique avant, et que faire de la moto, c'était vouloir mourir, finalement. Ma moto, pour le coup, c'est mon daily, c'est une Africa Twin RD04 de 90, Génial. donc on est sur une moto ancienne, mais qui a tous les avantages d'une moto moderne, c'est-à-dire qu'elle freine bien, elle est très facile à conduire, bon, il n'y a pas d'ABS, effectivement, donc il faut maîtriser un peu la glisse, j'ai glissé pas plus tard que tout à l'heure, mais ouais, bien sûr qu'il y a ce côté plaisir, le côté, bon là tu es sur des moteurs carbu, tu vois, donc en termes de bruit déjà, ça plaît pas trop aux Parisiens, mais ça fait partie du plaisir. Ouais, pour moi, l'analogie est vraiment possible. Juste pour avoir roulé des motos des années 80, 70, faut vraiment avoir envie de mourir. C'est déjà, il y en a quelques-unes avec certaines puissances. Je pense par exemple à une H2, Kawasaki H2. C'est du suicide ces motos. C'est vraiment du suicide. Je sais pas si vous avez déjà roulé une Kawasaki H2. Ouais, j'ai roulé une fois le Kawasaki C'est le H2. 6 cylindres, non? Non, c'est pas le 6 non, cylindres, celle-là, non, c'est la mythique, c'est la 750. Ça Celle fait qui vraiment fait peur. rader. Hein. Ça fait peur une H2. Ça fait marque, peur, déjà. mais toutes les motos anciennes font peur. Hein. Ouais. Là, je roulais avec des petites motos, alors des 125, je suis un petit motard, mais là à Paris en ce moment j'ai une petite CG 125. Et pas plus tard qu'hier, mais j'ai pas pu tourner, mes freins se sont bloqués, j'ai fait un tout droit, je me suis explosé dans des poubelles. Heureusement il y a les poubelles pour m'arrêter, mais c'est vrai que Explosé dans les c'est. poubelles. Ah bah je suis arrivé, il y avait des poubelles vertes, tu sais, parisiennes, tout droit, pof, en plein dedans. Et c'est vrai que c'est super aléatoire quoi, l'Africa Twin, non. Quoi. Ouais, c'est pas la même chose. C'est Ouais. vraiment Elle est de quelle année? 90. D'accord, oui, parce que le fameux Back to Basics, je pense qu'il y a un point de démarrage qui est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et je pense qu'on peut le dater jusqu'à 2010, 2012, tout ce qui fait qu'à un moment on a introduit, les marques mythiques telles que Ferrari ont arrêté de proposer des boîtes manuelles, on a eu plus recours au turbo, on a perdu des grosses cylindrées à part certains Américains qui continuaient. Mais pour autant, je te rejoins entre une MG fin des années 50, début des années 60, les premières Triumph, les Austin Hillet, et ce qu'on peut trouver en 2000, 2005, il y a un gap énorme. Mais pour autant, je pense que sans vouloir forcément attaquer ou autre, tu as une communion. Je pense que tu démarres le moteur, ça vibre de partout, il y a une odeur d'essence, bien, pas bien, je sais pas, mais c'est un peu comme la cuisine traditionnelle par rapport à la cuisine moléculaire. Il y a des gens qui aiment l'un et l'autre ou les deux. Mais voilà, parfois tu perds un peu cette saveur, cette odeur, ce toucher du cuir, ce volant bois, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui nous était proposé à l'époque et qui aujourd'hui disparaît très rapidement et qui, moi, me satisfait pas forcément. J'ai un grand principe, c'est le PAM, on en avait déjà parlé. Pour T'en as parlé dans ce podcast d'ailleurs. Ouais, j'arrête pas d'emmerder Et tout le il monde en parle avec mon d'équipement. PAM. Ouais. C'est son concept. Ouais, le vieux, tu sais qui rade. Donc propulsion atmosphérique et boîte manuelle, c'est la combinaison plaisir, sans forcément. Et on parle de voiture, ça peut être une MG, ça peut être une MX5, ça peut être un petit 4 cylindres, ça peut être 100 chevaux. On n'est pas obligé d'aller sur. On parle pas que de puissance. On n'est pas obligé d'aller sur Lamborghini, performance. Maserati ou autre, mais voilà, c'est plaisant. Et je, ne connaissant pas la moto, je trouve que la moto peut aussi, mais même peut-être sur la moto plus récente, alors je crois que ça s'appelle le shifter, tout ce qui permet de. J'aime beaucoup, hein, ceci dit. Hein, Le shifter Ouais, je trouve ça très D'accord. cool. Pour Quand Paris c'est bien réglé. Non, d'accord. Non, même pas pour Paris, parce que moi, vraiment, mon daily, c'est cette moto ancienne. Mais... Il a ça? Non. Ah bah non, pas du tout. Non, 90, t'as pas de shifter. Non, Mais tu peux non, en aftermarket, tu peux pas les ça installer. n'aurait aucun intérêt. Ok. Vraiment, ça n'aurait aucun intérêt. Mais, Toi, t'as le plaisir quand même de. Ah oui, bien sûr. Ok, d'accord. mais je roule beaucoup de motos récentes parce que les marques m'en prêtent beaucoup. Et je trouve ça génial aussi. C'est juste que, je te dis, moi, je suis très attaché Sécurité. au bruit. Très Ah, attaché au pardon. bruit. Sécurité, ouais. Ouais. Oui, tant qu'elle freine bien, déjà, Oui. je me sens en sécurité. À partir du moment où tu as compris la notice d'une moto, c'est des motos qui sont hautes, en plus, c'est des trails, donc tu vois bien la route, tu peux anticiper, enfin, ça va. Mais oui, avant, c'était très dangereux. C'était très, très dangereux. Je pense que c'est pareil dans une voiture, dans une moindre mesure, quand même, parce qu'effectivement, tu as quand même une armature, enfin, en tout cas, quelque chose qui te protège. Donc, la sécurité, oui, est importante, mais tu te sens moins en danger directement, quand même. Mais tu Ah bah là, parlais tu le vis à fond, le danger en moto de toute façon. Ouais. Bah, il vaut mieux le garder en tête, quand même. Ah ouais, clairement. Ouais. Tout te le rappelle de toute façon. tu parlais tout à l'heure d'une M3 CSL. Bon, bah, typiquement, elle est d'une certaine époque. Je suis pas sûr que dans le calendrier, dans le catalogue aujourd'hui de BM, tu aies un produit forcément équivalent. La dernière M2, M3, elles sont juste absolument extraordinaires comme voiture. D'ailleurs, c'est étonnant de remarquer que et BM et Porsche reproposent à leur catalogue des boîtes manuelles. Ce
qui n'a plus été le cas pendant un certain temps, mais je pense que les vrais aficionados, et notamment les Américains, pour eux, c'est un prérequis quasi obligatoire pour une voiture européenne d'avoir cet attribut, à tel point que certains modèles, type la M5 en V10, n'existaient qu'en boîte manuelle aux États-Unis et n'étaient pas proposés en boîte manuelle en Europe. Il y a du turbo, il y a beaucoup d'aide à la conduite, plein de choses qui font que c'est des voitures extraordinaires, mais presque trop extraordinaires par rapport aux conditions de circulation qui nous sont proposées aujourd'hui et qui font que on a perdu un petit peu ce plaisir que pouvaient représenter ces M5, ces M3, ces SL, ces voitures qui aujourd'hui, pour le cœur des passionnés, représentent une sorte de Graal et qu'on retrouve d'ailleurs au niveau des prix qui se sont envolés parce qu'on sait qu'on ne retrouve pas son équivalence forcément aujourd'hui. Bah, tu as une version M4 CSL maintenant. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est du revival pour moi. Elle était à 200 000 euros. Elle a plus de 200 000 euros. Oui, et en très très peu d'exemplaires, et donc ça va, tout le monde va se battre. Enfin, puis elle n'est pas en boîte méca. Non. Alors que les M2 et M3 aujourd'hui sont en boîte méca. En parlant d'expérience de conduite, racontez-moi un petit peu des anecdotes de conduite bonne sur ou mauvaise. l'ancienne. Ah bah une de chaque. On peut tout dire. En ancienne, alors on a dit qu'on s'y Quand on dit de l'ancienne, en fait, de l'ancienne. Pas en ancienne, on va dire dans ces voitures de caractère, donc jusqu'à 2010, je pense qu'on retrouve encore cette. Bah, de la type à la 2016. Hein. Ouais, même encore aujourd'hui. Mais le principe, c'est que si on veut dater, et c'est impossible, hein, mais certaines personnes disent que la mort de la Dodge Viper, qui était l'archétype même de la voiture sulfureuse absolue américaine, puisqu'elle avait un V10 contrairement à la Corvette, et qu'elle n'est plus produite. 2016, 2017, voilà, a un peu sonné le glas de ces voitures complètement anachroniques parce que pouvoir rouler en Viper, c'est une expérience assez étonnante et complexe si tu roules en ville. Après, c'est chez Ferrari, tu as la F430. Enfin voilà, globalement 2010, 2015. Jusqu'à la 458 chez Ferrari, je pense. Ouais, il y a déjà plus la boîte manuelle, mais oui. Après, il y a les Stakhanovic absolus qui disent s'il y a un turbo, une boîte F1, ça va pas. Mais voilà, jusqu'à 2016, on peut dire qu'il y a le point de bascule complet vers lequel, à un moment. C'est ce qu'on aime, nous, appeler les voitures de caractère, tu vois. Même si une 296 GTB est une voiture de caractère. Hein, oui. Même trop de caractère, peut-être. Oui, voilà. Expérience de conduite. Bah après, ça dépend. Si tu remontes. Moi, la première voiture qui m'a marqué, et j'en ai malheureusement trop parlé dans mon podcast, si bien que j'ai très souvent des gens qui m'envoient des annonces pour trouver cette voiture. Et c'est compliqué à gérer, parce que c'est jamais la bonne configuration en plus. C'est une voiture qui est pas belle en soi, mais je t'en ai déjà parlé en plus. C'est la Xara VTS. En première génération, et mon grand-père en avait une, donc sa première voiture qui faisait plus de 150 chevaux que j'ai conduit. Là, on faisait 167 pour être précis. Moteur de la 306 S16 avec un châssis qui va très bien. Et moi, j'ai l'impression que j'étais en spécial de rallye, quoi, chaque fois que je conduisais ça, sachant que je ne savais absolument pas conduire. Si on estime que je sais maintenant, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ouais, premier gros souvenir. Je sais pas si vous allez inclure des petites photos des voitures en question, mais les gens vont être atterrés par la laideur de ce véhicule. Et c'est une voiture de connaisseur. Ouais. Parce que justement, tu peux pas t'arrêter sur juste le look. Ouais, clairement. Mais j'ai l'impression que la cote remonte. Peut-être que j'en parle trop, faudrait peut-être que j'arrête. Bah, dans le même style, il y a la Xantia Activa avec le 6 cylindres qui tournait. Ouais, c'est encore beaucoup plus recherché quand même. Oui, mais je veux dire, quand tu la regardes et tu demandes à des gens qui connaissent pas la voiture, ils la voient, ils disent c'est quoi cette horreur, mais pourquoi tu pourrais aimer, qu'est-ce qui te fait aimer cette voiture? Donc voilà, c'est les voitures pour des gens qui connaissent. C'est des voitures de grand-père, quoi. De grand-père, mais qui marchent un peu. Oui, enfin, qui sur un circuit sont pas faciles à suivre. Oui, ça marche. Avec une voiture. Ça marche, mais ça la dégaine, une voiture de grand-père. Ouais, si tu ne sais pas, au feu rouge, tu te dis, bah, quel ringard, quoi. Quel ringard. Ouais. Donc il y a ça. Quoi d'autre? Après, dans les Ferrari, il y a eu une grosse expérience en 355, Ferrari 355, qui est devenue un peu ma voiture de rêve, mais malheureusement, en faisant 1m90, compliqué de rentrer dedans. Hein. C'est mort pour moi. C'est comme quoi, il y a quand même quelques avantages à être petit. Hein. Ou quelques avantages de nouvelles voitures qui prennent en compte ces contraintes où tu peux, dans une 296, je suis sûr que tu. Oui, mais le problème, c'est quand tu es plus attiré par les anciennes. Eh oui. Bah, c'est compliqué. Bah, ça bloque un peu quand même. Oui. Tu vois. Donc 355, ouais, c'est mort. Par contre, ça fait un bruit, c'est fou. Encore une fois, je vais passer pour l'obsessionnel du bruit, mais c'est vrai que moi, c'est mon truc, quoi. Ouais, mais chacun son truc. On en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas que la ligne, il n'y a pas que le. Non, mais la ligne, elle compte énormément aussi. Hein. Ah, le compte, je veux dire, mais il y a tout plein d'arguments et tout plein de critères qui font que. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a un petit peu son point de vue. Mais on va en parler tout à l'heure de ça. Toi, Fabrice, une petite anecdote Un plaisir incroyable, la chance de pouvoir tourner au Paul Ricard avec des instructeurs Lamborghini pour la présentation de la Gallardo.
boîte Ouais, manuelle quand même. encore, et avec un instructeur italien qui dit bon, tu montes, tu vois, tu sais bien conduire ou pas? Je sais pas. Alors on va faire le premier tour, je vais regarder doucement, hein, doucement. Et puis bon, il devait trouver que j'étais pas trop mauvais, donc il a dit dernier tour, tout te fait plaisir, tu prends à fond là, au foot, tout. Mais moi-même, je me pensais absolument pas capable. Et le gars, il tenait, je passe à 150, 160. Et puis limite, tu as envie de fermer les yeux. Tu sais que l'instructeur est là et qu'il te donne son blanc-seing pour y aller, donc tu sais que la voiture va pouvoir le faire sans que tu aies beaucoup de contrôle ou de contre-braquage à faire. Mais il est là, serein, et tu te dis, j'ai un Italien, un mec avec tout ce qui caractérise l'Italie. Je suis dans une Lamborghini avec le bruit. Alors là, le V10 est absolument génial sur un circuit. Donc tu es débarrassé des contraintes sécuritaires, réglementaires, qu'est-ce qui peut t'arriver en face. Et tu es dans un pur moment de grand bonheur, du plaisir à l'état pur, et ça n'arrive pas tous les jours quand on n'a pas la chance de faire ce métier d'être pilote et de tourner régulièrement sur circuit. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a le plus dressé les poils. L'osmose avec ta monture. Oh, je sais pas si la monture était bien plus forte que moi, mais voilà, à un moment donné, on a cru qu'on était tous les deux un petit peu sur quelque chose. Voilà. Vous avez commencé à vous entendre. Oui. Pour revenir à notre thématique, je vais vous faire un petit quiz. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Est-ce que c'était mieux avant, oui ou non? Donc la question, c'était mieux avant. Alors la grosse tête, c'est terminé. On va commencer avec la Fiat 500. Qui veut il y a Est-ce un que an c'était mieux avant? Ouais, Évidemment. évidemment, ouais. Fabrice, Bah, quand on a vu le Grand Bleu. on est tous d'accord que. Et d'ailleurs, beaucoup de pilotes de Formule 1 de cette époque, les Jarno Trulli, tous ces, voilà, évidemment les Italiens et autres, mais ont dans leur collection ou dans leur garage quelque part une Fiat 500. Parce que c'est Ouais, c'est Dolce juste Vita, génial c'est comme emblématique. concept. Vous remarquerez que Raphaël vous a mis des photos de la Fiat 500 au cas où vous ne sauriez pas la reconnaître. Ouais, on sait jamais. Non mais merci. Belle intention. J'apprécie le geste. Bah tiens, on t'en parlait tout à l'heure, la BMW M3. Ouais. Écoute, j'ai roulé une M3 compétition dernière génération à Noël. C'est quand même très très bien. Je n'ai jamais roulé la E30 qui est à l'image, donc je peux pas en parler. Je pense que c'est des autos qui sont diamétralement différentes. C'est compliqué de comparer. Une compétition, c'est 510 chevaux. Je pense que les premières M3, si je dis pas de bêtises, c'est 200 chevaux. Le 6 cylindres Ouais. Ah non, le tout premier, c'est les 4 cylindres. Non, c'était. Oui, très peu. Très peu. Elles étaient aussi beaucoup moins lourdes. Ouais, non mais ça a vraiment rien à voir. C'est. Euh, Je te dirais que sur la ligne, bien sûr, c'était mieux avant. Parce que j'ai du mal avec la sur ligne la actuelle. performance. Bah non, mais même en vrai, il y a quand même du plaisir de conduite sur une M3 compète dernière génération. Je peux pas, Donc là, t'es mitigé. je peux pas dire le contraire. Ouais, je suis mitigé quand même. Je prendrai les deux. moi, je prendrais la génération d'après la E30. Et, Donc entre les deux. ouais, ou entre pas. les deux. Ouais. T'as raison. Mais il y a le look qui est quand même. Faut aimer hein, les nouvelles. Oui, et surtout l'avant. Ouais. Parce que sur une M3, ça va l'arrière, comparé à la M4. Mais Après, c'est l'avantage de ces voitures. On verra dans 15-20 ans si finalement c'était pas ça le bon design. Parce que quand tu regardes aujourd'hui Chris Bangle, comment il a été décrié, j'étais le premier de dire oh, mais qu'est-ce qu'ils ont accepté de mettre sur le marché. Quand tu vois une série 6 de l'époque, aujourd'hui, elle a quand même encore un sacré beau look avec cette espèce de queue de canard qui est on peut pas dire beau, mais finalement le temps nous permet d'apprécier et on comprend la qualité du dessin qui s'inscrit dans une période longue et c'est à ce moment-là qu'on prend tout. Il y a des voitures qui 10 ans après leur sortie ont pris très cher. Il y en a qui 20 ans après on a du mal à forcément les dater et qui sont pas si rédhibitoires que ça. c'est vrai. La Honda Civic type R. Mieux avant, mieux maintenant. Alors, les Japonais, je dirais que bien tout le temps. Après, ça reste un look et la dernière génération, c'est un peu compliqué. La première était plus rigolote parce que 3 portes, voilà. Ouais. La dernière, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de la conduire. Ça va bientôt être le cas. Il paraît que c'est démoniaque. J'ai conduit juste la génération d'avant, qui est déjà incroyable sur circuit. Première génération, je ne connais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le design. J'ai l'impression de voir de loin, tu vois, j'ai l'impression de voir une 106 Rally alors que j'adore la 106 Rally. Ou une Saxo VTS un peu, ouais. Et non, je dirais quand même plutôt. Alors, niveau design, j'aime pas trop la nouvelle non plus, tu me diras. Parce que trop torturé. Trop torturé, quoi. L'ancienne, elle est quand même compliquée. Hein. Un physique un peu ingrat. Hein. Ouais. Mais ouais, j'aurais du mal à choisir. Il paraît que c'est vraiment incroyable à conduire. Hein, donc, ça, je crois tout le monde.
Donc peut-être pour le plaisir de conduite, la simplicité et le côté très on-off, je crois que c'est des moteurs qui prennent des tours comme jamais. Je te dirais l'ancienne quand même. Audi, la marque Audi. Là, c'est trop dur pour moi parce Ouais. que le choix est trop facile. Là. Bah, bien sûr. Moi, Et je en prends fait, la... le choix, pour qu'on soit clair, c'est la première Audi. Non, c'est Audi, la marque Audi. Est-ce que c'était Ouais, mieux avant, enfin ce que tu veux maintenant? Et la RS6 dernière génération. Bon, voilà, là, non. Même si la RS6 dernière génération n'est pas ma RS6 préférée, là, je pense qu'on peut que apprécier la dernière. Ah, donc c'est mieux maintenant. Oui, mais en plus, ce qui est assez marrant avec Audi, c'est quand même. J'ai eu l'occasion, justement, avec Cédric Fréau d'ailleurs, de pas mal en parler. C'est que c'est une marque qui est arrivée assez tard, plus tard que BM, plus tard que Mercedes. Beaucoup de gens l'ignorent parce que maintenant c'est dans le. Tu as inscrit. Ouais, tout le monde a une Audi. connaissent. Enfin, tout le C'est monde les connaît. trois premium allemands, mais avant c'était C'était 2, deux, plus 0, plus un. plus 1. Exactement. Donc là, c'est vraiment le tout début d'Audi. On reconnaît presque même pas l'ADN d'Audi, quoi. Enfin, c'est plus ce qu'on a en tête quand on parle d'Audi. RS6, c'est génial à conduire. Moi, j'ai roulé que la génération d'avant et c'est juste hallucinant. Et c'est toujours gênant. Enfin, il y a toujours ce regard quand on est passionné d'auto et qu'on dit qu'on aime bien les RS6, un peu de jugement, mais foncièrement, c'est une super caisse, quoi. Et il y a de l'émotion en plus. Enfin, moi, j'ai eu de l'émotion en roulant une RS6. Et tu préfères la génération C7, mais t'avais pas eu l'occasion de toucher celle d'avant avec le V10? Non, D'accord. non. Il faudra, parce que là, tu te rendras compte que je pense que tu la préfères. Peut-être, Ouais. peut-être, mais c'est surtout que si tu vois la nouvelle génération, je trouve qu'elle est trop bodybuildée Ouais. et tu perds le côté sleeper que tu as sur la C7. Ouais, mais tu passes pas inaperçu pour autant. Non, non, bien sûr que tu passes pas inaperçu parce qu'elle fait beaucoup de bruit, mais ça, si tu veux, c'est trop bodybuildé pour moi. Et du coup, Ouais. tu sais trop que c'est une voiture qui est très Qui est puissante. très puissante. Tu l'entends, hein. Pour la petite anecdote, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Mm. on partait en province avec Fabrice. Il était au volant d'une Audi RS6. Et ce qu'il adore faire, et ce qui me rend dingue, c'est accélérer comme un bœuf au péage. Donc en sortie de péage, il accélère comme un fou, mais ça dure très peu de temps, donc Je c'est me très rêve. désagréable. J'adore. Ah, c'est Fatalement, bien, ça c'est fait ça. bien le grand plaisir, quoi. Ça fait un bruit pas possible, ça pétarade avec la pétale machin. Et on est à Saint-Arnoux, je crois. Et là, il accélère comme un porc. Et t'as vraiment un flic à une barrière sur 2. Et vraiment, mais d'un seul cœur, ils se sont tous retournés comme ça. Là, tu sens que vraiment, il y a une sorte de truc dans la pesanteur où tout le monde s'est arrêté. Ils se sont dit, oula, c'est qui lui? Et coup de chance, ils nous ont pas suivis, mais Non, t'étais t'étais pas à la bonne heure. pas à la bonne heure. Ouais. Ceci dit, si tu fais ton 0-130, ils peuvent rien te C'est dire. ça. hein. Ouais. Moi, je suis pas sûr qu'on soit arrêté à 130. Si, bien sûr. Si, bien sûr. 128. Si, bien sûr. Il y a- Bah, bien ça sûr, se déclenche évidemment. à 128. Non, non, mais évidemment, 128, pas plus. Mais- C'est le de plus. C'est très représentatif du plaisir qui, pour moi, est très éphémère et finalement pas si jouissif que ça par rapport à une sortie de péage en boîte manuelle avec un gros moteur. J'en avais parlé quand tu as eu la gentillesse de venir faire le podcast. J'ai eu un Z8 ou une M5 à l'époque. Bah, je trouve tu es beaucoup moins performant, mais finalement c'est plus un Pas le challenge. plaisir. C'est plus un challenge de mettre suffisamment de tours, de pas faire trop patiner l'embrayage, de pas partir, de faire un démarrage parfait, de passer la deuxième sans perdre trop de temps et tout. La RS6 est déjà très loin devant, mais je trouve que cette fameuse interaction que tu peux avoir, bah, tu te sens plus impliqué, plus en contrôle ou plus à la nécessité d'être en contrôle. Aujourd'hui, toutes ces voitures-là, t'appuies, enfin, il n'y a pas besoin de savoir conduire, quoi. Ouais, Ceci c'est dit, plus on sur a la pédale. Tu as l'anti-patinage, même si c'est très mouillé au démarrage et tout, tu fais ça avec une vieille voiture qui n'a pas l'anti. Tu transpires un peu quand même. Hein. Mais ceci dit, on a tous des paradoxes et toi, t'en as aussi. Parce que si je me souviens bien, t'es un amoureux des ML63MG aussi. Ouais, Donc tu vois, comme on quoi, parle pas. Absurde. on peut totalement Absurde. se trahir nous-mêmes dans notre philosophie, tu Tu as vois. raison. Absolument. Ouais. Oui, mais j'aime le ML63MG parce que c'est un atmosphérique, parce qu'il a un bruit incroyable et que dans la saga des AMG, il n'y a pas plus beau moteur et toute la gamme AMG aujourd'hui ne leur arrive pas à la cheville, même si elles sont beaucoup plus performantes. C'est des 4 cylindres surtout maintenant en plus. Quand ils annoncent ça sur le C63, tu commences à paniquer. hein. Ou la. Pardon. Non, facile, Non, non, facile, facile. Le confort. Le confort de conduite. Pour le confort en moto ou en voiture. Mieux avant, mieux. Le confort. Ouais, ça dépend parce que le confort de conduite, est-ce que tu estimes que c'est le confort de l'assise, etc. Ouais, le confort, le confort. Ou Ouais, le confort. les assistances, tu vois. Je me permets Ouais, les de deux. rebondir sur une de tes. T'es parti avec, je sais plus où, mais tu avais une Porsche, J'avais un Spider. un Spider. Ouais. Tu t'es retrouvé dans la neige. Oui. Et tu as dû faire un échange, non? Bah, j'ai dû rendre le Spider. Voilà. Parce que j'étais en pneu piste, en plus en Sport Cup 2.
qui avait fait de la piste et c'était juste impraticable. Oui, parce que Sur t'avais une l'autoroute, bonne hein, couche. Hein. j'ai dû m'arrêter, hein, Ouais. c'est Ouais. horrible. Et du coup, tu as pris un Mac. Enfin, Ah bah la voiture elle faisait chasser, donc oui, donc je suis remonté à Paris pour prendre un Macan et Donc voilà, le confort, ça a du bon parfois avec ces moi nouvelles j'étais voitures. très triste de la Ah bah rendre, oui, j'imagine. mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix sinon il aurait pu arriver quelque chose de grave quoi. Donc ouais, Pardon, mais je t'ai coupé, je t'ai coupé. mais en fait moi je suis pas un grand fan de toutes les assistances, tu sais les assistances de ligne, tous ces trucs là. Donc bon par contre un petit massage c'est quand même pas mal. Alors le massage c'est très agréable, je suis d'accord. Mais c'est vrai que l'assistance de ligne c'est jamais très agréable parce que tu as l'impression de pas vraiment maîtriser la machine et de temps en temps il prend un peu le dessus sur. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis il y en a qui sont bien réglés, d'autres qui sont moins. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir une Panamera Turbo S, là, les avant-dernières générations, pour aller faire un tournage à Megève. Et tu te fais tout le trajet sous massage, c'est quand même sympathique. Il faut reconnaître C'est que quand même c'est pas mal. sympathique. Donc je dirais quand même mieux maintenant, enfin, si on est honnête. De la vitesse. Mieux avant, mieux maintenant. Moi, j'ai pas connu avant, donc Bah trop oui, jeune. avant, c'était juste. C'était certainement absurde. Alors non, je parle pas des limitations, hein, je parle surtout de la sensation de vitesse. Non, bah, il y en a plus aujourd'hui. Ouais, Alors c'est ça. peut-être que je vous laisserai parler pour les motos, mais tu prenais une 205 ou la Citroën dont tu parlais, elles étaient quand même finies très légères parce que les voitures se devaient d'être légères, hein, surtout tout ce qui était japonaise ou française qui n'avaient pas, et des italiennes qui pour la plupart n'avaient pas quand même des gros moteurs, hein, c'était surtout du 4 cylindres, donc les voitures devaient être légères. Tu avais quand même à 130 sur ces voitures des années 80, tu avais l'impression d'être à 180 et il y avait limite un certain inconfort à se dire est-ce que c'est malin de rouler presque aussi vite voilà. Et t'as connu une époque où tu t'arrêtais de rouler vite parce que tu Oui. sentais que la physique t'arrêtait. Oui. Enfin moi en tout cas, j'ai connu que l'époque où c'est les lois et la répression qui t'arrêtent. Mm. Ça n'a jamais été la physique. Non, quand tu avais Et ça, je trouve ça fou, les ouais. 205, un de mes très bons amis à l'époque qui avait une 106 S16. Diabolique comme petite voiture, mais voilà, à l'approche d'une certaine vitesse, c'était très rigolo pour faire des virolos, traîner dans des petites routes qui étaient pour ça. Mais sur l'autoroute, à un moment, tu sentais que tu étais beaucoup moins en contrôle. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as aucune raison d'avoir cette sensation, même sur des voitures absolument lambda, elles sont toutes capables de rouler à 180, elles sont bien campées, quand il y a du vent, ça pose pas trop de problèmes, si c'est un peu gras, ça freine quand même bien. Voilà. Et cette sensation de risque et d'adrénaline, je trouve que tu le sens beaucoup en moto. Sur les motos anciennes, hein, j'entends. Où dès que tu accélères un petit peu et tu vas pas à des vitesses folles, mais pour le coup, comme ça tremble un peu de partout, que tu sais qu'il y a une sécurité qui est très limitée, je trouve qu'il y a une sorte de palpitation, j'ai l'impression d'aller super vite, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et c'est vrai que tu le retrouves beaucoup en moto ancienne, ça. Et pas les nouvelles, non? Moi, je trouve, Non, il y a un sentiment de je conduis pas de moto, j'avoue que j'en ai conduit très peu, donc Si tu peux le retrouver, mais je- forcément sans les comparer. vitesses sont plus hautes quoi. Mm. Mais tu peux le retrouver, tu peux tout déconnecter, ça dépend des motos. Enfin tu sais les motos modernes maintenant elles sont tellement puissantes. Tu prends simplement une GS, donc la moto sûrement la plus vendue au monde, donc la Je plus crois que 50 c'est elle, GS, qui est une super moto dans l'absolu. Ça fait déjà 130 chevaux quoi. 130 chevaux pour une moto. Tu vois moi la mienne elle fait 60 chevaux. Déjà ça, Beaucoup peux- plus légère quand même. ouais beaucoup plus, ouais pas tant que ça. Tu vois elle fait 185 kilos. Une GS ça doit faire 230, 240 kilos. Oui il y a une différence, mais la différence de puissance c'est x2. Par contre, il y a une vraie injustice pour la moto. C'est des petits gabarits comme moi, c'est interdit ce genre de moto parce que. Tu peux creuser la selle, tu peux la rabaisser. Hein. Il y a des gens, il y a Ah plein ouais de gens. Ah ouais, bien sûr. Ah, Ah je non, connaissais pas le truc. tu pourrais totalement être sur une GS, hein, D'accord. sans problème. Pas sur des réglages peut-être standards, mais tu peux totalement, c'est totalement possible. tu as une GS toute rabaissée comme ça, Hmm. pour pas que t'aies les pattes qui. Non, tu verrais même pas la différence. Tu verrais même pas la différence. Si, simplement le gars qui arrive comme Yann à côté, tu sais, qui te regarde en disant. De haut. D'accord, oui, C'est voilà. énervant. Ouais. Bah tiens, un sujet que t'aimes bien, le bruit du moteur, la sonorité. Mieux avant ou Ouais. maintenant? Bah évidemment avant. Les moteurs carbu, ça n'existe plus. Enfin, on a perdu beaucoup en termes de bruit. Tout ce qui est FAP, tout ce qui est. C'est très compliqué, tu vois. Je parlais tout à l'heure de la M3 compétition, qui m'a presque surpris parce que je trouvais qu'elle sonnait plutôt pas mal, mais c'était quand même un peu étouffé. Tu peux être sûr qu'un modèle comme ça, qui aurait été fait selon les normes qu'on avait avant, Mm. ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été exceptionnel. Donc oui, bien mieux avant. Bien mieux avant, t'es d'accord? Oui, bien mieux avant. Et je me rappellerai toujours à la sortie du SQ5, qui était le premier S avant un diesel. Ils avaient reprogrammé et c'était, il y avait un bruit spécifique. Tu avais vraiment l'impression que c'était un V8 essence. Hein. Tu l'entendais
Et en fait, tout ça avait été travaillé, la sonorité, ce qui est le cas aujourd'hui chez Ferrari, ne serait-ce que pour passer des normes au ralenti ou autre. Oui, donc un démarrage de V12 à l'époque, quand il se gavait par les carbus et qu'il y avait un ralenti très aléatoire, mais déjà, tu démarrais. Alors que maintenant, tu appuies sur un. Même, il n'y a pas de cérémonial. La procédure, ouais, t'as raison. Voilà, la procédure. La coupe de cheveux de Georges Clooney. C'était mieux avant. J'en sais rien, je suis pas assez actualisé. Ah oui, mince. Waouh. Ah ouais, quand même. Ah, il parle de quelque chose quand même, les garçons. Ouais, mais il avait un bon style. Non, Il avait un flow, ouais, c'est vrai. Ah non, oui. Bah là, maintenant, ça marche quand même, ça marche mieux. Ouais. Ouais. Vous allez voir, dans 2-3 ans, le mulet sera vraiment à la mode. J'ai des potes qui ont le mulet, ouais, et ça marche très très bien, ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, Ok. il est fort sur le mulet là. Ouais, il est costaud. La musique d'Elton John. Un grand fan, toi. La musique d'Elton John ou Elton John lui-même? Bon, c'est musique. Bon, c'était mieux avant. Fatalement. Hein. Ah oui. Pamela Anderson. Je crois qu'on a un visuel. Ouais. Ah, celle-là, elle fait Ouais, mal. ça, ouais, voilà. Ah ouais, là, ça fait vraiment mal. Là. Ouais. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de répondre? Je suis pas sûr. Alerte à Malibu reste une espèce de choc visuel. Ouais. Je vais te dire, après l'opération, c'est un choc visuel aussi, hein, pas le même. Chacun son choc. Ah ouais, la vache. Bon, en résumé de tout ça, la question globale, on y a un peu répondu. Est-ce que c'était mieux avant la voiture, la moto, mais un peu tout d'ailleurs, la musique, la cuisine, les montres, les jeux vidéo. Est-ce qu'on peut se dire que, de manière globale, est-ce que les choses étaient mieux avant? Ah, je pourrais pas mettre tout dans le même panier. Tu vois, tu parles de montres et tout, j'aime bien l'horlogerie aussi. J'aurais du mal à te dire que tout était mieux avant. Moi, la musique, j'adore ce qui se fait aussi actuellement. Je suis un gros fan de rap, par exemple. J'adore le rap old school, mais j'aime bien aussi ce qui se fait maintenant. Donc, si on reste sur les voitures, oui, c'était mieux avant, c'est sûr. Après, j'aime pas trop, tu sais, comment on appelle ça, cette mentalité de toujours, tu sais. Considérer que c'était mieux avant. Ouais, exactement. Ah bah, la réac. nostalgie, Ouais, très réac, c'est un peu t'as réac, raison, c'est un peu réac, ouais, Ah clairement, ouais, c'est c'est ça. très réac, ouais. Vieux C'est- con. C'est compliqué d'être réac quand t'as même pas 30 ans, quoi. Donc, non. Je laisse ça peut-être pour plus tard, tu vois, quand j'aurai 70 ans. Encore un peu de temps. Mais c'était mieux avant pour l'automobile. Et pour les motos, sûrement. Sûrement. Bon, maintenant J'ai qu'on a vu- dit ça. Ouais. Non, parlons un petit peu, tu veux nous parler un petit peu Non, de- juste pour terminer, sans dire, voilà, je pense que pour certaines voitures, c'était mieux avant parce qu'elles n'existent plus. On peut prendre l'Austin Healey, la MG, c'est des offres que tu ne peux plus avoir aujourd'hui dans les catalogues. C'était moins bien avant pour certaines marques qui aujourd'hui perpétuent ça. Tu as les KTM, marques mythiques, enfin mythiques, en tout cas très connues dans la moto, qui ont sorti comme une voiture de l'espace et qui est dinguissime. Tu as Dunkervort qui reprend. Donc il y a encore des petits constructeurs qui ont foi et qui offrent une gamme de voitures qui est mieux aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Alors, évidemment, Voilà. on Donc, tire il y le a trait, on tire le trait, Ouais. on fait un petit peu la caricature, mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux aujourd'hui et qu'il y a encore des initiatives et des projets qui tiennent vraiment la route. Mais Tu peux pas. Oui, si tu globalises, on peut dire oui. Après, effectivement, c'est de la caricature. C'est de la caricature. Forcément. T'as pas le choix, de toute façon. Si tu veux tirer, grossir un trait, tu caricatures forcément. fatalement. Bon, on regarde un petit peu le marché maintenant. C'est parti. Allez. Donc tu voulais savoir un peu le marché. Ouais, Bon, tout à fait. difficile de segmenter un marché puisque encore une fois, ce qu'on avait évoqué avant, on peut partir des voitures des années 50 jusqu'à 2016. Donc si on prend le panorama, il y a en ce moment 960 000 voitures à la vente en France. Si on prend juste la partie 50-2016, on tombe à 400 000 voitures. On se rend compte qu'on réduit beaucoup. Après, si on retire les diesels, si on retire les boîtes automatiques, si on retire toutes les voitures qui ne rentrent pas dans ce voiture de caractère, et ben on se retrouve avec 13 000 voitures, ce qui est finalement très peu. Là, on réduit. Très, très, très on peu. réduit beaucoup. Non, en France. En France. France. Et donc, on a à peu près le même schéma sur l'Allemagne, sur les grands marchés européens. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, la France, on a 75% de tout ce bloc de voitures qui sont dans les mains de particuliers. Le reste, les professionnels. On s'entend, la flamme Youngtimer commence à intéresser certains professionnels qui ont dédié des échoppes particulières là-dessus, mais ça reste encore un peu à la marge. Donc quand on veut s'intéresser à ce type de voiture, il faut plutôt qu'on discute avec un particulier. L'Italie fait exception. 50% de ces voitures se trouvent encore dans les mains de professionnels.
D'une, parce que les Fiat 500, on en trouve partout, c'est un peu la culture du pays, et que c'est aussi un pays où les voitures très, très anciennes constituent l'essentiel un peu du marché, donc c'est pas rare d'en trouver chez les professionnels, sans qu'ils soient forcément détachés. Ils ont toujours des vieilles Uno, des vieilles Punto, des Barchetta, tout ce genre de voitures qui créent la culture automobile italienne. Les Américains sont à peu près dans les mêmes schémas. Mais eux, les volumes sont encore moindres parce qu'effectivement, si on fait. Alors, les diesels, ils n'en ont pas forcément beaucoup pour toutes ces voitures-là. Ils ont pris le meilleur des voitures européennes et leurs voitures sportives ou les voitures un peu de caractère n'ont jamais vraiment existé sur le marché en diesel. Voilà. Et c'est un marché dont on sent qu'il y a une véritable raréfaction des annonces depuis 2 ans. Soit parce que les gens ils prêtent peut-être plus attention. Il n'y a qu'à voir l'engouement pour une Méhari qui est ni avec un V6, ni avec un V8, ni une voiture incroyable, mais qui à un moment se trouvait dans les fonds de jardin, qui avaient appartenu aux grands-parents et autres. Et puis à un moment, la valeur étant ce qu'elle est, elles sont toutes refaites et on a envie de les garder parce que c'est un patrimoine familial, parce qu'on a plein de bonnes idées. Et puis en plus, ça vaut un peu de sous, donc on n'a pas forcément envie de s'en débarrasser comme à l'époque on s'en débarrassait. C'est le cas pour plein de. Tu citais Citroën aussi, c'est le cas aujourd'hui par plein de Citroën. Il n'y a qu'à voir l'engouement pour les DS, les certaines CX et autres. Donc voilà, je pense que ces voitures vont être plus difficiles à trouver. Elles étaient en masse il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et celles qui sont pas intéressantes, oui, effectivement, on se retrouve. Donc le marché est celui-ci. Et c'est un peu triste pour des passionnés comme nous. On savait qu'à l'époque, pour 5 000 euros, globalement, on pouvait mettre la main sur une voiture un petit peu sympathique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est justement la question que je vais vous poser. Alors, cela dit, en passant, heureusement, il y a encore des maisons de vente aux enchères qui permettent dégoter ces petites merveilles. Et en parlant de constituer un patrimoine, on va parler de votre garage idéal. Je vais vous poser des questions, vous allez me dire quel serait votre garage idéal avec des différentes tranches de budget que je vais vous donner. Tu disais c'est difficile de se dégoter un véhicule, alors une moto ou une voiture, faut choisir l'un ou l'autre. À 5 000 euros. 5 000 euros, vous achetez quoi? 5 000 euros, moi je pense que je garde mon Africa Twin parce que je pense que c'est vraiment moi je l'ai acheté 3 400 euros, tu vois. Et ça vaut peut-être un petit peu plus. Je pense que c'est l'argent que j'ai mieux investi de toute ma vie parce que je jamais tombe en panne et parce qu'elle me donne beaucoup de plaisir. Mais côté voiture, j'ai eu qu'une seule voiture dans ma vie. C'était un SLK 200 que j'ai acheté 5 000 euros. Je pense que malheureusement, quand je t'écoute Fabrice, je pense que c'est plus trop possible d'en retrouver à ce prix-là. C'est compliqué. C'est peut-être un peu plus cher. Après, tu peux toujours, même dans cette conjoncture-là, tu peux toujours trouver la bonne affaire, mais effectivement, elle est à la marge d'un marché. Oui, ou alors aller à l'étranger, parce que tu peux toujours en trouver. On a trouvé des pépites. On avait trouvé une 205 et une R5 GT Turbo en Bulgarie. Ouais. Voilà, il y a des gens dont le pays de localisation de la voiture n'est pas du tout propice à la voiture parce qu'elles ne sont pas connues, c'est des marques où il n'y a tout simplement pas l'acheteur. Donc là, il y a encore effectivement des possibilités. Mais une SLK pas trop mauvais état à 5 000 euros, oui, ça doit être complexe. Elle avait 50 000 km d'origine, elle était dans un état incroyable. Mais c'est en passant, tu vois, je suis persuadé que l'Africa Twin c'est un bon investissement parce que quand tu vois depuis 2-3 ans la cote qu'elles ont pris ces motos-là, je voulais m'acheter à l'époque une Ténéré 600 des années 80-90 et quand j'avais commencé à regarder il y a peut-être 3-4 ans, ça valait 1000-1500 euros. Aujourd'hui, c'est compliqué d'en trouver à moins de 2500-3000. Donc il y a quand même une. Voire 4. Ouais, voire 4, tu vois. J'ai arrêté de regarder, mais. Parce que c'est ce que je cherchais à la base, pour tout te dire. C'est juste que finalement, je suis parti sur Honda parce que meilleure boîte de vitesse, Yamaha, c'est Yamaha. Et oui, non, les cotes sont très montantes. Après, chacun sa vision de l'auto, la moto. Moi, le côté investissement. Oui, ça me fait plaisir de me dire que je perds pas d'argent, mais vu que de toute façon je vais la garder, tu vois, celle que j'ai achetée. Tu vas pas acheter pour gagner de l'argent. Complètement. Mais c'est plus je parle de ça en parlant du côté accessibilité de la chose, tu vois. Quand avant tu t'achetais une moto comme ça pour pas cher et tu te disais bon, je prends pas trop de risques. Aujourd'hui, c'est un. 5000 ça passe. En dessous de 5000 ça passe. Sûr que ça passe et t'as un bel exemplaire après. Oui, c'est sûr. Alors encore, pour l'instant. Donc ouais, moi ça serait plus une moto qu'une voiture pour moins de 5000, je pense. Toi, Fabrice? Aussi, pour les raisons qu'on a évoquées, à 5000, c'est vraiment trop compliqué pour trouver une voiture un tout petit peu sympathique. Donc une moto, vous avez compris, j'y connais rien, donc je craque sur ce qui m'avait fait craquer à l'époque, une XT500. Je trouvais que le look était démentiel, c'est un peu le premier SUV moto, ça passe partout, tu montes sur les trottoirs, enfin voilà, dans les années 80, c'était le truc cool à avoir. Mais une belle XT500 pour 5000? Non, je suis dans le faux. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ça commence à être super chaud. Hein. Ok, pardon. Bon, ça voilà. Donc rien du tout. Vent, ça passe. Bon, alors Vent. Vent, ça passe. Chapi ou Vent. C'est encore différent. Pour 20 000 euros,
Allez, je te laisse réfléchir. Pour 20 000 euros, une 325 I ou IS série 3 E30. Sympa. Génial. Génial. Cabriolet si on peut, coupé si. Tant qu'à faire. Break, pourquoi pas. 4 portes aussi, non. Elle est top. Intemporelle cette voiture. Moi, je pense que je prendrais, et tu vois, je crains que ça ne passe plus, une Z3 2,8 litres. C'est Avec limite- des bornes. Ça passe, je pense. Avec des bornes, ça, ouais. passe. ça- Tout simplement parce que j'ai encore une petite frustration quand j'ai acheté cette fameuse SLK, c'est Ah qu'à oui. la base je voulais un Z3 Eh oui. et à ce moment-là j'avais pas le budget, donc oui, j'achèterais un Z3. À 20 000 euros avec pas mal de bornes quand même. Hein. C'est ce que j'ai dit. 150 000. Oui, mais bon, à la rigueur, bien entretenu, ça passe. C'est des moteurs qui Ouais, prennent, hein, bien donc, Bah, voilà, c'est le 2 litres 8, moi c'est le 2 litres 5, mais voilà, ça on retrouve un peu ce concept-là, quoi. Ouais, si on monte un peu en gamme à 50 000 euros. Alors on se lâche, on fait un petit peu le foufou, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une vraie cohérence, mais je te rejoins, c'est pas dans un but de mettre ça dans un coffre, que ça prenne de la valeur à le revendre, c'est pour se faire plaisir. C'est la Maserati Quattroporte, 4e du nom, en V8 Evolution. Une fois que Fiat a racheté, que Ferrari a mis un peu son grain de sel pour comprendre tous les aléas, donc c'est une Maserati, mais il y a une fiabilité que les autres n'ont pas, et c'est surtout un V8 qui est celui de la Chamal, Ouais, ouais. incroyable. Côté intérieur baroque, enfin voilà, une Maserati aujourd'hui. Encore une fois, moi je suis très attaché à qu'est-ce que tu ne peux pas trouver aujourd'hui dans le catalogue de ces marques-là. Et elle est parfaitement. C'est le combo V8, 3.2. Alors il n'est pas atmosphérique, mais boîte manuelle. Voiture que tu vois dans la rue, personne ne te regarde. Enfin, ça ne suscite pas restes d'intérêt, de discret. motivation. Tu peux la laisser garer, je pense que personne s'énervera trop dessus. Donc c'est parfait, c'est la voiture que je choisis. je trouve que le choix de Fabrice c'est super intéressant et risqué en même temps parce qu'il faut quand même avoir un bon ami garagiste. c'est quand même des voitures qui sont bancales. Moi, ce serait beaucoup plus raisonnable pour le coup. On partirait plutôt du côté germanique et je pense que je prendrais une 996 parce que j'ai toujours aimé cette génération malgré le fait qu'effectivement elle remonte en cote parce que toutes les 911 ont monté, donc naturellement 996 monte. Je la prendrai en 4S parce qu'il faut le bandeau derrière, c'est obligatoire. C'est un must. Ouais. Donc une 996 4S avec une belle config intérieur camel ou faux, enfin, peu importe, je pense que ça rentre entre 45 et 50. Si tu l'achètes bien, ça passe encore. Ça n'a pas passé encore très longtemps, mais ça passe Ouais. encore. Dépêche-toi. Oui, c'est l'objectif cette année pour être honnête. Ah oui Mm. Ok. Tiens. Bon, bah, on a hâte. Bah, j'ai de hâte débarquer, de, hein. de voir si je peux déjà. À 100 000 euros. 100 000 euros, tu pars sur quoi 100 000 euros sur une voiture, 2,996. c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Bah, moi, j'avoue que je suis très Porsche. Sur des voitures plaisir et en même temps facile à rouler. Ouais, je pense que je partirais sur une 993 moi, Mhm. pour 100 000 euros. Ouais, ça serait juste sur une belle 993, mais ça passe, je pense. C'est dingue de dire ça parce que on aurait fait la vidéo il y a 5-6 ans. Ouais, c'est fou. Hein. C'est Ouais, tranquille. ouais. Toujours dans cette idée de monter en gamme, aller chercher des constructeurs un peu dingues. Moi, Porsche, j'en ai qu'une, c'est la 928. Ah bah, je sais bien. La GTS, Mais peu tu de me diras, kilomètres, ça vaut voilà. quand même beaucoup moins cher que. Oui, non, mais une belle. 100 000 euros, hein. mais, Une GTS ou une Club Sport, si on a, ou une Ferrari 575 Maranello. Parce que V12, un look de dingue, la grille, tout qui va, même si c'est, encore une fois, pas forcément, il faut avoir un garagiste. 100 000, ça passe? Une 575, pas une 550. Ouais, je sais, mais ça passe. 50, Ça- Ouais. La 575, ça passe. Ok. Je sais parce qu'on en a une en vente au bureau. Ouais. Tu sais, je partage le bureau avec Mechanicus. Oui. Et il me semble qu'ils l'ont affiché à 120. Mais peut-être elle a une très belle config, ceci dit, Ah donc ouais. c'est peut-être ça. Bon, alors je prendrai une config de merde. Jaune intérieur cacahuète. Voilà, si on se permet de rêver un peu, si t'as pas de limite de budget. Si j'ai pas de limite de budget, je pense que mon rêve auto, ce serait une 430 Scuderia. Donc c'est pas si, enfin c'est déjà, enfin je trouve ça déjà fou, mais faut remettre en perspective quoi. Tout ce qui est Bugatti, etc. Honnêtement, ça m'attire pas plus que ça. Ouais. Je trouve que c'est des objets qui sont fous, mais je me verrais pas là-dedans. Et parce que la 430 Scuderia, c'était la Ferrari entre la 360 Modena et la 430, c'était vraiment les Ferrari que je voyais quand j'étais petit. Et donc je trouve ça fou. Le seul truc qui est moins cool sur la Scoot, c'est que t'as pas de boîte méca.
Ceci dit, enfin, la boîte F1 a quand même un peu évolué, ce qui est moins le cas sur une Modena où c'est vraiment un enfer. Enfin, c'était bien pour l'époque. mais maintenant, 355. Elle est sortie sur la 355. oui, mais le problème c'est que. Alors là, tu pouvais prendre un café à chaque fois que tu appuyais sur la palette. Hein. Oui, c'est ça, et moi le truc c'est que comme je te disais tout à l'heure, la 355 pour l'avoir roulé, je rentre pas dedans quoi. Oui, oui, oui. Oui, Alors que en la plus. 430 ça va. Oui. Donc 430. Ceci dit, moi tu me poserais 10 fois la même question, je te changerais 10 10 fois. réponses différentes. Ouais, je suis certain. Bah, c'est bien, ça veut dire que Ouais. C'est changeant, tu vois. Ouais, bah, c'est plutôt rassurant. Alors, si on. Vraiment aucune limite de budget, Aucune. pourquoi pas se faire plaisir à une McLaren F1? Ah ouais, tu Bah vois ouais. Bah, V12, boîte manuelle, position centrale, Gordon Murray, enfin. On Tout est réuni. cristallise à peu près tout ce qu'on peut faire de mieux. Mais je pense que tu ne la sors jamais, même si quelqu'un te la donne, tu peux pas assumer de la sortir. Oui, parce que tout à l'heure tu disais que la quadruporte ça passe un peu inaperçu. Voilà, oui, oui, Là, pour voilà. autant, t'assumes quoi. Donc je reviens sur l'autre qui me ferait avoir une attaque cardiaque, une carrière GT, quelle que soit la couleur. C'est le Saint Graal absolu, dans une limite complètement déraisonnable, mais 20 fois moins cher que la McLaren. Après, c'est sûr que moi, tu vois, c'est peut-être mon côté trop cartésien, mais au-delà du prix, c'est surtout que je réfléchissais à une voiture. Si j'avais les moyens et j'achetais maintenant, aujourd'hui, j'aurais aucun problème à rouler même dans Paris, tu vois. Mhm. Moi, la 430 Scuderia, je te la roule dans Paris, mais alors sans problème. Une carrière GT, par exemple, tu vois, typiquement, ça me paraît totalement fou, quoi. C'est en termes même de. Au-delà de l'image que ça renvoie, hein, c'est plus. Elle me ferait beaucoup trop peur, cette voiture, tu vois. Oui, oui. Non, mais je pense que tu la prends. Enfin, je veux dire, à Paris, tu prends les transports ou ta trottinette ou tout ce que tu veux. Tu la sors que à quelques rares occasions parce que tu sais pouvoir aller dans un track day ou autre. Tu es très humble, tu prends des cours de pilotage pour essayer de commencer à te rapprocher un peu et tu sais que tu auras tout le temps que tu vas la conduire très peur. Tu auras cette humilité incroyable et tu te diras j'ai la chance de pouvoir m'asseoir et utiliser une voiture qui n'aurait jamais dû être pour la route. Tout le monde connaît l'histoire. Voilà, je pense que ça doit être quand même toujours un peu ce que tu disais sur les motos. Parfois, tu rentres sur le truc et tu sais que tout peut partir très très vite parce que c'est une voiture de vrais pilotes. Hein. Mm. Et Dieu sait si des vrais pilotes ont pu parfois se faire. Ouais, donc le vrai plaisir de conduite avant tout quoi. Ouais. Ouais. Bon, passons à la suite. Juste après ce petit jingle. Allons-y. Alors le catalogue là, c'est dans cette partie qui s'appelle le catalogue, on va surtout parler de voitures qui représentent bien tout ce mouvement dont on parle depuis tout à l'heure, toute cette idée. On vous a préparé un petit questionnaire, un questionnaire Back to Basics. Je vous donne une liste de voitures, et de motos d'ailleurs, et vous allez me dire quelle est cette petite saveur, cette petite émotion, cette spécificité que ce modèle possède, détient. Il peut y en avoir plusieurs, c'est ouvert au débat d'ailleurs. Et qu'on ne retrouve vraiment nulle part ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Et si on n'arrive pas à identifier cette petite saveur, Oh bah je suis sûr que tu vas C'est réussir, zéro. tu vas voir, c'est zéro pointé et c'est fini. éliminé. Ce petit Zakouski. Bon, on n'a pas pris de, on vous a pas fait de piège. Ah, A priori ça va être plutôt simple, mais ce qui est intéressant c'est que je pense, on va voir ça, mais on va pouvoir constater pour chacun de ces modèles c'est une raison particulière différente quoi. Donc il y a 12 000 raisons qui font que ces anciennes que ces voitures de caractère ont vraiment du caractère justement. L'Avantime. Bah, le design incroyable. J'ai eu la chance d'interviewer sur mon podcast le designer de l'Avantime. Bah, c'est une voiture qui est née trop tôt, quoi, tout simplement. Et bah, il suffit de voir la cote, comment elle remonte maintenant. Attention, une bonne blague. oui, avant time, avant l'heure. Elle a eu raison trop tard, Elle est connue, celle-là? je pense. Ouais, je pense. Oui. Elle est bien, moi j'aime bien. Elle est pas mal. Moi je la valide. Voiture géniale, hein, pour le coup. Je sais pas si tu as eu l'occasion de Non, jamais. rouler. Génial, parce que tu ouvres tout. Le toit, t'es en hauteur. Elle a eu. Et c'est un coup. Enfin, il a dû te le dire mieux que moi, mais j'avais cru comprendre que c'était le marketing de Renault qui s'était dit l'espace a été un gros carton. À un moment, quand tes enfants sont grands et tout, et que tu as adoré avoir de l'espace et autres, on va faire un coupe espace. Voilà. Mais surtout dit qu'il était très fier de l'Avantime, beaucoup moins de la Velsatis. Oui, ah bah ça. C'est pas la même chose. Alors que ouais, mais moi petit, je confondais les mêmes. Enfin, pour moi, c'était deux voitures futuristes, tu sais. Oui, J'avais même pas 10 ans, donc pour moi, je les avais vachement assimilés. C'est que plus tard que je me suis rendu compte effectivement que c'était deux concepts totalement différents, mais qui sont sortis quasi en même temps, je crois. oui. On retrouve un peu cette rondeur à l'arrière. Il y a quand même quelque chose dans le design, mais
Mais oui, l'Avantime à vivre, ça doit être exceptionnel. Incroyable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est pas si datée. C'est pas la Velsati, elle a pris cher. La classe R de Mercedes, qui était le premier monospace et le seul monospace de chez Mercedes, aussi un peu à cette époque où le monospace était le véhicule quasiment le plus vendu, enfin l'équivalent de notre SUV. L'Avantime reste cohérente aujourd'hui et pas une voiture complètement absurde. De caractère. Validé. Pardon. La Mercedes classe S 600 W140. Alors ça, honnêtement, moi, c'est pas du tout ma cam. Les grosses limousines, c'est pas trop mon truc. Donc je pense que je vais laisser Fabrice en parler parce que c'est pas mon truc, moi. Ouais. Pachydermique, très moche en tant que telle. Hein. Deux trucs absolument géniaux. Les deux petits. Elle était tellement grosse. Elle a deux longueurs. Dans sa version la plus courte, je crois qu'elle fait 5,20 m ou plus. Et du coup, pour pouvoir faire des créneaux, quand on enclenchait la marche arrière, il y avait deux petites antennes qui sortaient de part et d'autre sur le capot arrière pour permettre au conducteur de visualiser où se trouvait l'arrière exactement. C'était surtout, elle a un V12, parce que Mercedes, qui était quand même le pinacle, la classe S, jusqu'à présent, s'était fait tirer à la bourre par la série 7 qui était sortie 3-4 ans avant, avec un fameux V12. Mercedes a été à la traîne. Je crois que le projet avait coûté 1 milliard. Ça devait être la voiture la plus fantastique. Elle a eu ce V12 6 litres qu'on a retrouvé sur la Zonda après quand Pagani, ouais. Pagani, puisque Fangio avait fait le lien entre Horacio Pagani et les gars de Mercedes pour pouvoir trouver un moteur cohérent et digne de ce nom-là. Mais oui, alors là pour le coup le design il est terrible aujourd'hui. Ouais, bah, c'est plus son moteur et son truc un peu. Ouais, le V12. Ah, l'Alfa Romeo Montréal. Ouais, dès que je prononce ce mot, j'ai une espèce de petite J'adore palpitation, tu cette vois. caisse. C'est la muscle car italienne. Enfin, c'est juste. Moi, je l'ai découvert assez tardivement. Ça doit faire 5 ans que je connais cette caisse. Et je l'ai découvert justement quand j'organisais des ventes de bagnoles. Et je pense qu'elle est très méconnue encore. C'est magnifique. Vraiment, je peux pas résumer ça mieux. Je pense qu'une muscle car italienne, c'est fou comme concept. Je connais pas assez bien l'histoire de ce modèle. Je pense que Fabrice doit connaître. C'est pour l'exposition universelle qui a lieu à Montréal et les Italiens étaient un peu dans le creux et ils se sont dit sur notre pavillon italien, il faut qu'on ait un truc qui déchire l'œil, la rétine, qui fasse très mal. Ils ont demandé à Berton avec Gandini qui a dessiné un truc qui n'avait pas forcément vocation à être sorti, mais ça a été un tel coup de cœur incroyable qu'ils l'ont sorti. Tu disais qu'elle a été méconnue, elle a été fabriquée à moins de 4000 exemplaires. Voilà, elle a un V8 200 chevaux, ce qui est aujourd'hui absolument ridicule, puisqu'un 3 cylindres, un litre 2 sort 500 chevaux si tu le fais bien. Mais elle a un look incroyable. Et ce qui était génialissime, et là on retrouve bien un peu le délire de ces années-là, c'est qu'on a un peu aussi sur les McLaren des couleurs. Elle est connue en orange, elle est connue en vert. Enfin, il y avait 4 ou 5 coloris Vert, proposés, en rouge. mais qui étaient complètement hallucinants, parce qu'on ne les retrouvait pas sur des Porsche qui étaient plus grises, noires ou autres. Et donc, aussi pour ça. Et puis oui, enfin oui, elle a La ligne. C'est la ligne l'avant extraordinaire. surtout. Moi, je me souviens très bien de ces ses phares ronds Avec ses clapets, avec ses ouais. paupières là. Ouais, exactement. C'est fou. Le mécanisme est absolument dingue. L'entrée d'air sur le capot. Ah, Et mais c'est elle une fait- 2+2. Elle fait vraiment peur. Hein. C'est une 2+2. On peut mettre deux petites personnes derrière. Oh ouais, mais je Ouais. pense qu'en plus tu dois pas être si. Non, si mais mal à l'arrière. comme tu dis, elle a un look de supercar et tu penses pas forcément que tu puisses loger. Ah ouais, c'est vrai. La Clio V6. Attention à pas prendre la première génération, plutôt la deuxième, je dirais. C'est n'importe quoi cette caisse. Pour moi, c'est un peu la réincarnation de la R5 Turbo. C'est comment mettre un moteur énorme dans une petite voiture citadine la plus classique et la plus banale de du série, monde. ouais. Et tu te retrouves avec un truc qui prend tout l'argent de la route, Mais qui est bodybuildé. bodybuildé comme tout. Là, on parlait de choc de rétine en termes de rétine. Moi, je sais que ma mère qui a toujours roulé en Clio, je lui montre ça, elle dit non, c'est pas de Clio ça. Non. Et quand tu dis c'est n'importe quoi, tu dis c'est n'importe quoi parce qu'elle était trop déraisonnable ou c'est génial que. Je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça absolument génial. Après, ça avait jamais vocation à ce que ça soit conduit par Monsieur Tout le Monde. Non, mais c'est d'autant plus dingue que la R5 Turbo avait quand même vocation à aller tourner, à faire du sport auto, ce qui n'a jamais été du tout l'idée derrière la Clio. Il y a quand même un ingénieur ou quelques ingénieurs qui se sont dit génial, on prend la Clio et puis on va y foutre un V6 à l'arrière. C'est un délire d'ingénieur. Hein, je Voilà. pense. Et c'est vraiment ça. génial de Mais pouvoir. qui était avoir- suivi du coup Ouais, par la c'est marque. tout. Enfin, ça arrive au bout quoi. Bah ouais, voilà. Puis quand tu vois comment la cote remonte, oui, c'est qu'il y a un vrai engouement. Mais Ah ouais, clairement. c'est typique une voiture. Je pense que Renault ne fera jamais, comme le Speeder un peu d'ailleurs. Ils ne s'amuseront jamais à coller un V6 dans un Capture.
Ce qui serait très drôle. qui serait génial dans une zone. Ouais, mais on le ferait plus aujourd'hui, c'est plus du tout à la. Après, sur un capture, c'est peut-être compliqué parce que on est maintenant sur la mode des SUV, donc tout de suite, niveau Donc, problème architectural, c'est plus compliqué quand même. C'est vrai. L'Aston Martin Lagonda. Ouais, je me souviens de cette voiture. Alors laquelle? Ah, La Honda. Lagonda, la Lagonda, ouais, la Lagonda. T'as l'impression de voir une Buick ou. Ah ouais Ah, t'es dur. Ouais, moi je la déteste. Ah oui Ah ouais, Ah ouais j'ai aucune affection pour cette voiture. Ah, moi, je crois que je pourrais vendre mon chien pour. C'est vrai? Alors, celle-là est pas la première série, mais les trois phares avant et l'intérieur à la K2000, C'est vrai que c'est incroyable ça. L'intérieur, il est vrai que hallucinant. c'est James Bond, c'est Q. Il est tellement futuriste. C'est Q qui a fait un truc. Et je trouve que, tu vois, elle est un peu comme dans la Jaguar XJ. Je trouve qu'elle a un look, c'est une berline qui est immense, mais elle a un dessin d'une finesse. Je crois que c'est le cauchemar absolu en termes de fiabilité. En fait, moi, pourquoi je dis que je déteste, je suis peut-être un peu dur, c'est juste que je l'assimile vachement un peu à toutes ces générations de DeLorean, etc. Moi, c'est pas du tout ma cam. Oui, très américaine, qui flotte. C'est ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent et je respecte, mais moi, pas mon truc. C'était une période où Aston Martin ont tenté énormément de choses. Je suis un peu perdu sur pas mal de sujets d'ailleurs. C'était la période pour moi où justement Aston Martin était un peu plus presque devenue une marque américaine. On le voit sur le dessin d'une Vantage de l'époque aussi, c'était une seule car. Ah ouais, clairement. Ça, par contre, je valide un peu plus, mais. Ouais, non, j'ai pas d'affect particulier avec cette voiture. Je la connais pas assez sur ce film. Alors, toi, Fabrice, du coup, qui affectionne ces modèles, est-ce que ce qui fait sa saveur, est-ce que tu le retrouves dans la Taraf, la réincarnation un peu moderne de la Lagonda? Non. Non. Ouais, la Taraf, c'est une rapide redesignée. Donc après, je trouve qu'elle est presque plus jolie que la rapide. Mais c'est un four absolu. Et puis c'est encore, enfin, c'est ce que tu disais, tous les errements d'Aston Martin qui, en fait, n'a jamais été capable de vendre ou d'avoir une voiture, une 4 portes qui a fonctionné. La Lagonda dont on parle, elle a 700 exemplaires sur 10 ans. L'ancienne Lagonda 7 litres qui était juste monstrueuse en termes de motorisation. Ils en ont fabriqué 100, enfin voilà, ça n'a jamais fonctionné. Là, ils ont pudiquement dit que c'était 200, sur commande, uniquement livrable aux Émirats Arabes Unis. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont parties aux États-Unis. Il y en a une en vente aux enchères là chez. Je crois que ça valait 1 million. Enfin, le prix catalogue c'est 1 million et je crois qu'elle est partie à 150, 180 000 euros. Bon, voilà, enfin, ça. Puis honnêtement, on reconnaît même pas une Aston Martin. Là, moi, on me dit pas que c'est une Aston Martin de loin. Ouais, c'est dur à Je deviner. vois pas l'identité Aston Martin. Là. Non, clairement. Ça pourrait. La Kawasaki 750 H2, on en parlait tout à l'heure. La mort. C'est ça que ça m'évoque. Ça m'évoque la mort. Tu te dis qu'à l'époque, c'était la sportive, quoi. Alors que ça a une gueule de roadster. Ouais, clairement. Et ça a des freins tambours. C'est la mort. Ah, C'est juste là, fou le mais- design mais des là- deux pots sur le côté. Et je trouve ça incroyable, mais c'est la mort pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, mais tu vois, la saveur du frein tambour, ça. Ouais, Tu ouais, l'as plus, ça. ouais, moi, la saveur, C'est si tu fini, veux, ça. là, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Quoi. Avant, arrière. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais Ouais, Je crois que sûr. oui. Hein. je crois que oui. Ouais. Donc il fallait se mettre debout sur la pédale pour essayer d'avoir. Ouais, encore. Ah non, mais tu ralentissais, tu freinais pas. Non, D'accord. tu freinais pas, mais tu rétrogradais, mais c'est toute une conduite. Ça. C'est-à-dire que tout camion qui traversait devant toi était fatal. Avec les- Il fallait juste prévenir tous les camions de France avant de rouler. Et la Yamaha VMAX. Bah, ça, c'est une moto. Enfin, moi, j'adore, c'est une moto d'abruti. C'est-à-dire que c'est une moto de ligne droite parce que c'est très très lourd, ça marche très très fort. Mais dès que tu veux prendre de l'angle, c'est une enclume quoi. Ça a une garde au sol qui est très basse. Ouais, c'est vraiment une moto débile quoi. Mais j'aime beaucoup le concept. Ça me fait beaucoup rire. Ouais. C'est très lourd par contre. Et qu'est-ce qu'elle a qu'on retrouve plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a qu'on retrouve plus aujourd'hui? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas forcément. Pour moi, si tu veux, dans les motos modernes, celles qui pourraient ressembler. Il y a toujours une version de VMAX, je crois d'ailleurs. Ouais. Oui, oui. Mais moi, ça fait penser surtout, tu sais, c'est Ducati qui a fait cette Diavel. Là. Mhm. T'as un roue qui fait, enfin, un pneu arrière qui fait 5 mètres de large. Il y a rien qui passe au sol. Et c'est pareil, c'est presque des motos de run en fait pour moi. C'est une vision américaine de la moto quoi. Il y a la Monstro aussi, la Ducati Monstro, qui me fait penser un peu à la Ariel, à Atom, que du tubulaire en fait, une épure absolue. Moi, la VMAX, c'était pas celle-là, c'était celle dans les années 80, et c'est exactement ça. J'étais un feu rouge, et le gars, elle venait de sortir, il y avait des petits compteurs sur le haut du réservoir et tout. Elle avait quand même un look,
imaginé s'acheter cette voiture et la mettre dans un endroit juste pour le plaisir de la regarder. Et il était au feu rouge, donc sans vitesse. Et à chaque fois qu'il accélérait, la moto montait, tu sentais qu'elle débordait de puissance. Ouais, Et vas-y, respirait très lâche-le, fort, lâche-le. Ouais. Et je pense qu'effectivement, à part la ligne droite, il n'y a pas de cohérence. Mais du coup, j'ai pas le détail, tu vois, qui ne se fait plus maintenant. Ça, je sèche. Bah, une Diavel, ça reste quand même beaucoup plus exploitable. Sûrement, parce et qu'il y a ça plein prend- d'électronique, etc. Enfin, ceci dit, cette génération-là, je crois que ça commençait Oui, ça déjà à l'a être, fait, être plus Ouais, exploitable. pas trop mal, ouais. Mais oui, c'est effrayant aussi. Ça doit freiner un peu mieux quand même. Mais pas suffisamment, Ouais, je pense. forcément. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci Yann de C'était un nous avoir plaisir. accompagnés. Merci de nous avoir accompagnés pour discuter un petit peu pour lui cette petite nostalgie qu'on voulait partager avec toi. Surtout, allez écouter Yann dans la boîte à gants. Ton prochain invité, là, c'est qui? Écoute, le Tu prochain sais déjà épisode qui va sortir, c'est une table ronde là. Ok, C'est une table super. ronde, donc avec André Lauterer, Jean-Éric Vergne, Camille Guicasse et Raoul de RM Autosport, le vendeur le plus fou de Monaco. Bon, super. C'est déjà une table ronde ton dernier épisode d'ailleurs. Tu te lances un petit peu sur ce. Ouais, alors Sur ce format-là l'avant-dernier c'était Romain Dumas, donc non, c'était pas une table ronde, mais oui, c'est un format que je développe de plus en plus, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que rien qu'en termes d'emploi du temps pour réunir toutes ces personnes, c'est un J'imagine. casse-tête chinois. Mais c'est quelque chose qui avait très peu été fait en France, ou même pas du tout sur l'automobile. Donc oui, je veux prendre ce créneau-là, donc je vais le développer de plus en plus. Ouais. Bon, bah nous, on va t'écouter, c'est sûr. Allez écouter Yann. On vous met le lien en description, bien sûr, mais je pense que vous le connaissez déjà. Allez-y, vous allez entendre des histoires de dingue. Vous allez entendre que des passionnés de voitures, de motos. Donc, vous allez vous régaler. Nous, on se retrouve le 6 mars, vendre Back to Basics, notre prochain événement. Et on va continuer à explorer un petit peu cette thématique. Tout ce qui fait que la voiture, bah, c'était ou pas mieux avant. Ça a une saveur, voilà, c'est une saveur. À bientôt. À bientôt.